ça a été parfait. C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors merci d'être venus ce soir, même si bon, on n'a pas rempli la salle, ce n'était pas obligatoirement l'objectif, sachant que vous le savez, donc on est les seuls à se présenter, il n'y a pas d'opposition, donc ça motive sans doute un peu moins les troupes, ça nous démotive nous aussi un petit peu, même si on reste, on va vous le montrer, quand même assez motivé pour le mandat qui arrive. Donc déjà, merci d'être là, de bien vouloir participer à cette réunion publique que l'on vous devait, même s'il n'y aura pas de débat sans doute avec une autre équipe, mais vous aurez l'occasion de nous poser des questions, des précisions, nous contredire aussi peut-être, hein, c'est votre possibilité. Donc la réunion va se dérouler comme vous le voyez au tableau, donc présentation de l'équipe, présentation donc d'une équipe qui a été peu renouvelée puisque 14 des élus de ce mandat qui se termine ont accepté, donc ont bien voulu, ont eu la volonté plutôt de continuer. Donc certains depuis 25 ans, d'autres depuis, alors il faut que je fasse gaffe parce que ça fait 7 ans, il y a eu un mandat de 7 ans, donc 18 ans, d'autres 12 ans et d'autres 6 ans. Voilà, donc il reste de l'historique, on va dire, on est encore 4, donc de 2000. Voilà, donc chacun va venir là sur le cheval. Et je les laisse donc toute liberté pour le faire. Ensuite, nous allons présenter le bilan du dernier mandat. Vous l'avez déjà vu dans notre plaquette, mais bon, c'est peut-être mieux d'en parler. Ensuite, je reviendrai. On a oublié. Je présenterai aussi le bilan 2001-2020, qui n'apparaît pas là. Et après, nous parlerons des projets, c'est sans doute ce qui vous intéresse le plus pour ce mandat. Et donc, ça sera après ouvert au débat, aux questions. Voilà. Alors, on attend toujours une de nos élus, puisqu'elle est élue sortante, donc Gaëlle, qui est notaire et qui avait sans doute un rendez-vous qui a dû un peu durer. Bien, on va passer maintenant à la présentation de l'équipe. Bon, pas de bol, c'est moi. Donc, je vais commencer. Alors cette fois-ci, pour ceux qui étaient déjà là à notre réunion publique, je vais peut-être être un peu plus long dans ma présentation. Je ne sais pas, c'est peut-être en vieillissant qu'on se rappelle certaines choses et pourquoi on est là. Donc, après des années d'études supérieures agricoles et quelques années dans l'agroalimentaire, je me suis installé sur la petite exploitation de mes grands-parents. Ça c'était en 84. Et rapidement, donc, j'ai eu un engagement communal, ça fait déjà plus de 40 ans, en créant avec les agriculteurs qui m'ont fait confiance une coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun, que l'on appelle CUMA, donc c'était en 86. L'objectif, c'était de permettre l'utilisation de matériel agricole performant à tous les adhérents qui le souhaitent, ou le souhaitaient plutôt, moins de pénibilité, plus de rendement, pour un coût subventionné et mutualisé. C'était moderniser l'agriculture cublacoise. C'est bizarre quand je souffle ça. Non, je ne peux rien faire. Il ne faut pas que je respire. Très rapidement, je me suis aperçu que le mitage, c'est une construction d'habitations un peu partout en zone agricole, devenait un handicap pour les éleveurs de la commune, créant des zones interdites à l'épandage du fumier ou du lisier, ou même pour le pâturage des animaux. J'ai donc demandé au maire de l'époque de mettre en place un document d'urbanisme afin de créer des zones agricoles, c'est bon, c'est mieux, et d'habitation, en réalité, une carte communale, prémisse des documents d'urbanisme type PLU aujourd'hui.
Pas souvent entendu ni écouté, je me suis engagé sur une liste en 1989, puis en 1995, élu en tant que tête de liste d'opposition, puis maire en 2001. Ça, vous le savez. Et bien sûr, jusqu'à ce jour. Plutôt jusqu'à dimanche. Si mon engagement, mon combat a d'abord été professionnel, il est rapidement devenu communal. Je suis toujours engagé pour la défense et la survie des agriculteurs, mais aussi dans la défense et l'intérêt de notre commune, Cublac, et de ses habitants bien sûr, de son dynamisme économique et social, de son école et de son cadre de vie. Ces deux combats sont indissociables, c'est en fait la défense de la ruralité. Cette ruralité qui nous est chère, cette ruralité recherchée et appréciée par les nouveaux habitants de Cublac, et de nous tous bien sûr. Cublac, une commune où il fait et fera bon grandir, vivre et vieillir. Toujours investi dans le collectif ou l'associatif, j'ai souhaité aider, accompagner, gérer. J'ai été président d'une association de gestion et de comptabilité départementale pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants pendant 26 ans. J'ai aussi été président bénévole d'une association d'aide à domicile, l'ADAPAC, pendant 22 ans. Je vous assure que malgré les années qui passent, j'ai toujours la même volonté, la même détermination avec mon équipe à œuvrer pour Cublac dans l'intérêt de tous et je sais pouvoir compter sur votre confiance. Merci. Alors, on peut changer la photo. Bernadette. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors Bernadette Blondel, j'habite à La Rochette, 1 rue des Martyrs, et pas originaire de Cublac, et je suis élue depuis 2008. Durant ces 3 mandats, j'ai appris à connaître Cublac, qui est devenue ma commune à part entière. J'ai connu Cublac, mais surtout j'ai appris à vous connaître. Donc je souhaite m'engager pour un 4e mandat, afin de mieux vous connaître encore, et également participer aux engagements communaux. Merci. Michel. Bonsoir. Alors Michel Bonnefort. Je ne suis pas Cublacois, je suis né à la Barrière en bas, je suis désolé, ma mère n'a pas eu le temps de monter, peut-être, je ne sais pas. J'habite au Marval, à la Regène-sur-la-Cour. J'ai 70 ans, je suis retraité de la banque, c'est peut-être pas une... Mais enfin bon, je suis retraité de la banque. J'ai été président de plusieurs associations. J'ai été président de plusieurs... Tu m'entends, Jean ? Voilà. J'ai été président de plusieurs associations. Je n'ai gardé que les anciens combattants, mais ça c'est un combat de cœur avec les anciens camarades de mon père. Et pour le reste, ben voilà, je suis là, je suis avec Jean-Marc depuis 2001. Je m'occupe du cimetière, de l'église. Le cimetière, c'est un coup de cœur, quoi. Je ne serais pas enterré là, mais j'aurais bien aimé. J'aime m'y attarder parce que c'est là où on voit sur les plaques, le nom des gens qu'on a connus, qu'on a vécu. Parce que bien que je ne sois pas d'ici, j'ai quand même passé très de mes guêtres sur la place de l'église, au foyer, etc. C'est là où j'ai passé toute ma jeunesse avec les Black. Donc là, je me représente aussi pour... Oui, cinquième mandat, oui. Je n'ai pas appris à compter jusqu'à 5, mais bon, cinquième mandat. Et je vous remercie. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jonathan, je suis d'Évergne à Rome du Plateau à Cublac. 36 ans, marié, 2 enfants. Je suis chef d'entreprise dans le secteur de l'automobile. Je tiens un garage Renault sur la commune de Hussac.
Voilà, j'ai pas fait de grand discours, mais je suis ravi de reprolonger ce mandat avec Jean-Marc et toute l'équipe. Je faisais partie du conseil intercommunal du Collège de l'Arche où on a fait de nombreuses réunions pour défendre ce qu'il y avait à défendre. Voilà. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bernadette Bouzidi. Je travaille dans le commerce. J'habite au lotissement La Cabane. Élue depuis 2008, j'ai décidé de repartir avec Jean-Marc et toute l'équipe pour continuer nos actions, nos engagements dans notre commune. Merci à tous. Bonsoir à tous. Alexandre Bouzou, 38 ans, j'habite rue du Guimet. Je suis jardinier paysagiste. Je suis dans la commune depuis 5 ans maintenant. Et donc depuis cette année, j'ai envie de m'engager un peu plus et donc participer à la vie de la commune pour continuer à la faire grandir et évoluer. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Philippe Gillet, donc chef d'entreprise retraité, marié. J'habite au PLG à l'est de la commune de notre commune, bien sûr. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis engagé au conseil municipal depuis plusieurs années, depuis 2001. Beaucoup plus disponible, j'ai décidé de me représenter pour continuer à travailler pour notre commune et poursuivre les projets engagés. Je souhaite poursuivre cet engagement avec la même envie, être à l'écoute des habitants et agir pour notre commune. Merci pour votre confiance. Bonsoir, Jean-Charles Lacoste, 44 ans. Je suis né à Cublac où j'ai toujours vécu. Je suis marié, je suis père de 2 enfants. Au niveau professionnel, je suis responsable commercial dans une concession de machinisme agricole, donc de tracteurs, etc. Élu depuis 18 ans auprès de Jean-Marc et toute son équipe. Et donc ça fait 3 mandats, donc on va continuer l'aventure aux côtés de toute l'équipe. Merci à vous, bonne soirée. Bonsoir à tous. Namuji Gislaine, je suis attente maternelle. J'habite à la Montbetterie et je fais mon je pars pour mon 4e mandat. Bonsoir, je pense que j'ai vu à peu près tout le monde, mais bonsoir à toutes et à tous. Donc Jean-Paul Ascotuna, 52 ans. Donc je ne suis pas originaire de Cublac, mais j'y suis depuis 1994. J'habite à La Rochette. Donc je suis marié, une fille. C'est à cette occasion d'ailleurs à l'école que j'ai pu rencontrer Jean-Marc. Et je me suis engagé auprès de lui donc depuis 2001 et on travaille en confiance, je pense, depuis. Et je pense que ça a été une des forces de l'équipe de travailler justement avec quelqu'un qui fait confiance, qui sait déléguer, qui sait s'entourer de personnes engagées pour la commune. Donc je suis aussi délégué au syndicat de l'électrification de la Corrèze et je m'occupe notamment des services techniques, de l'urbanisme et des travaux. Et je souhaite donc poursuivre, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur notre commune, parce qu'il voilà, il faut voir toujours c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à faire, mais il en reste encore. Donc je souhaite continuer sur le prochain mandat. Merci. On va passer en revue. Tu pourras faire marche arrière. Bonsoir, Lionel Pédenonce, je suis des Granges, à côté de la Dalle. Je suis agriculteur sur la commune et très attaché à notre territoire. Je souhaite m'engager au conseil municipal pour apporter mon expérience du terrain, défendre notre monde rural et contribuer au développement et à la vie de notre commune. Merci. Tu es prête? On va faire pour se faire remarquer. Bonsoir à tous, excusez-moi encore. Égale Capucholignard, 40 ans. J'habite depuis toujours sur la commune, établie route de la Combe.
2 enfants en bas âge. Vous m'avez peut-être rencontré par ailleurs à l'office notarial de Terrasson, je suis notaire. Mon souhait en essayant d'apporter ma pierre à l'édifice au conseil municipal, comme j'ai pu essayer de le faire sur le mandat qui s'achève, avec peut-être mes connaissances juridiques, d'aider comme je peux et puis en participant à la vie associative de ma commune qui me tient à cœur. Merci. Je vais la présenter rapidement. Donc Evelyne Rebars, qui a déjà fait un mandat avec nous, ne peut être là ce soir. Donc elle habite, c'est marqué d'ailleurs, non c'est pas marqué, elle habite Sylvain-Moustrie. Elle a été engagée sur plusieurs compétences, sur commission du moins, avec le bon niveau du conseil municipal. Elle souhaite repartir et continuer bien sûr sa mission. Voilà, donc si elle était là, elle vous en dirait un peu plus. Vous avez sa photo déjà. Et bonsoir à toutes et à tous. Thomas Hanski, du coup, 35 ans. J'habite à la rue Mondy. Je suis marié, papa de 2 enfants, une petite fille de 6 ans scolarisée depuis 1 an à Cublac auparavant, en terre toulousaine, et un enfant de 11 mois actuellement. Je travaille dans le secteur du bâtiment, génie climatique, où je suis cadre et j'ai une équipe qui s'occupe de tout ce qui est transition énergétique bâtimentaire. De retour après 15 ans toulousain, où j'ai pu finir mes études, y faire de belles fêtes et revenir avec l'appel de Cublac. Je suis content de rejoindre l'équipe aujourd'hui pour créer à mes enfants le même souvenir que j'ai de notre commune. Merci à tous. Bonsoir à tous. Alors, Liliane Roux, retraitée secrétaire médicale. Je suis sur la commune depuis 2015, où je suis venue habiter la maison de mes parents au Pontoux. Élue depuis 2020, je suis très heureuse de me présenter à nouveau au sein de cette équipe municipale conduite par Jean-Marc Bru. Lors de mon précédent mandat, j'ai eu la chance de m'investir particulièrement dans la communication de la commune, ainsi que dans la gestion et l'animation de la bibliothèque. Ces expériences m'ont beaucoup appris et c'est donc avec enthousiasme que je compte poursuivre mes engagements au service de la commune. Voilà, merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et de pouvoir prendre la parole pour cette réunion publique. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis native de la commune et ma famille aussi. J'habite au Maraval. J'ai 43 ans. Je suis actuellement conseillère en assurance sur le secteur de Juillac, en Corrèze aussi. Comme vous, je suis donc très attachée à notre commune, à sa tranquillité, à sa solidarité et à la qualité de vie que nous avons ici. C'est la première fois que je me présente à une élection municipale. Je pense que quand on aime son village, quand on aime sa commune, il faut alors aussi savoir s'engager pour elle. Cet engagement pour moi, c'est aussi une histoire familiale, puisque mon grand-père a été conseiller ici sur la commune de Cublac. J'ai donc grandi en entendant parler de cet engagement au service des habitants. À mon tour, j'ai donc envie de donner de mon temps, de mes compétences et de mon énergie. J'ai naturellement accepté de rejoindre l'équipe de Jean-Marc, parce que je partage les idées et la façon de travailler de notre maire, ainsi que de celle de l'équipe municipale. Ces dernières années, beaucoup de choses ont été faites pour notre commune tout en préservant son identité. Je me retrouve pleinement dans les projets. Ils répondent aux enjeux de notre territoire, améliorent notre cadre de vie, soutiennent nos associations. Nous sommes également attentifs aux écoles, au commerce, pour développer la commune de manière équilibrée, responsable, la garder sûre, vivante et accueillante. Être à l'écoute, être présente et travailler ensemble pour servir l'intérêt général sont aussi les moteurs ce soir de mon engagement. Dans une commune comme la nôtre, la politique doit rester simple, du bon sens, du respect et l'envie de faire avancer les choses ensemble. Je tourne la page.
C'est dans cet état d'esprit que je m'engage aujourd'hui devant vous. Je vous remercie donc beaucoup pour votre attention, pour la confiance que vous voudrez bien renouveler à la liste portée donc par Monsieur le maire Jean-Marc Bruch. Passez une bonne soirée. Bonsoir, Isabelle Salvota, j'ai 55 ans, secrétaire médicale, j'habite à Combonègre. C'est mon premier mandat et j'ai souhaité rejoindre l'équipe pour participer à la vie de ma commune. Merci. Bonsoir. Moi, je ne suis pas native du tout de Cublac. C'est une vieille maison qui c'est une vieille maison qui nous a fait de l'œil avec mon mari. Et c'est pour ça qu'on a acheté il y a 20 ans, qu'on l'habite depuis 5 ans. Je suis retraitée. Mon âge est là-bas. Ma carrière professionnelle s'est déroulée en tant que travailleur social. Je sais, c'est au masculin, mais c'est comme ça. Plus précisément éducatrice spécialisée auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes en situation de handicap. Le premier mandat qui s'achève m'a permis de découvrir le rôle et l'implication du conseiller municipal dans un gros village et me donne envie de continuer à participer à la vie de la commune et de répondre en équipe et du mieux possible aux attentes individuelles et collectives. Je souhaite notamment m'investir dans des domaines qui me tiennent à cœur, comme l'environnement et la solidarité locale en particulier. Bonsoir, Patrick Vignot, j'ai 68 ans, j'habite La Valade. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Il n'y a pas grand-chose. Si, je suis élu depuis 2008. Voilà. Et je suis retraité de la SNCF. Merci. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Margot Dupré, j'ai 21 ans, j'habite à la Dalle, mais je travaille dans l'agriculture avec mes parents et je suis toute nouvelle dans l'équipe. Voilà, un peu de jeunesse. Bon, Paul, c'est pareil, je veux dire, c'est un jeune, il a bien voulu nous rejoindre, mais il est en apprentissage, donc il a des périodes à l'école et des périodes chez un professionnel, donc il ne peut pas être là ce soir. Paul Carla, donc c'est l'enfant d'un des fils de Madame Carla, donc infirmière. Voilà, il faut vous situer sur la rue Pierre-Guyès. Donc je voudrais préciser donc, que Paul et Margot sont des jeunes qu'on a souhaité mettre en place, leur mettre le pied à l'étrier, parce que bon, même si tout le monde sera élu, on ne peut en avoir que 19 élus. Et vous avez remarqué qu'il y en a 21 sur la liste, donc ces jeunes ont pour objectif de compléter la liste. Si, comme dans ce mandat, certains malheureusement ont disparu, je pense à Paul, certains sont partis loin, à La Réunion, d'autres sont partis habiter à Brive, et d'autres ont eu des soucis de santé. Donc on s'est aperçu que finalement, en 6 ans, on peut avoir des problèmes et des gens qui ne peuvent rester avec nous. Donc à partir de 13, il faut revoter. Voilà, donc on a fini à 15. Donc voilà, l'idée c'est ça, et puis je pense que c'est important pour eux de se former et d'être les futurs élus des prochains mandats. Voilà, c'est ce que je souhaite. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation. Donc le bilan 2020-2026, ça vous l'avez eu en partie sur les plaquettes, vous l'avez eu aussi dans le journal communal, on en sort 2 fois par an, donc vous avez pu feuilleter et voir les réalisations qui ont été faites. Bon, c'est quand même bien peut-être de se les remémorer. Donc je vais commencer avec c'est Jean-Paul, je pense, qui attaque. Voilà. Oui, je vais essayer de ne pas être trop long sur le bilan, parce que comme je le dis tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'avenir. Mais je voudrais quand même rappeler, parce qu'on oublie vite, la rue Bayard, beaucoup se rappellent comment elle était, avec beaucoup de fils électriques, là, en dehors de l'ascension. Enfin, il n'y avait pas d'enfouissement, il n'y avait pas de trottoir, pas d'éclairage.
Donc il y a eu, avant de faire tout cet aménagement, on a commencé par faire l'enfouissement de tous les réseaux. Ensuite, il y a eu aussi le renouvellement de toutes les canalisations d'eau potable et de tout à l'égout. Et enfin, on a fait une réalisation avec les trottoirs et la rue comme vous la voyez aujourd'hui. Donc c'est des travaux qui sont toujours assez longs, mais qui, je pense, donnent satisfaction. Ensuite, le projet, je dirais, le projet le plus important, parce qu'on y a travaillé depuis très longtemps, on en avait parlé déjà le mandat dernier, mais c'est la rue du 8 mai, cette continuité de rue entre donc, le bas du bourg et je dirais, le cimetière et le hameau de la Rochette, qui était très utilisé par les piétons et qui étaient obligés de marcher sur la route. Il y avait absolument, c'était pas sécurisé du tout. Et là, donc on avait eu une première idée, c'était de faire une passerelle à côté du pont, mais qui coûtait très cher. On avait déjà étudié cette solution et c'était à la charge de la commune. Finalement, à force de persuasion, on a réussi à convaincre les gens du département de financer la réfection du pont complète et son élargissement, ce qui nous a permis de limiter les frais, et ça a été pris en charge par le département. Ça a été 144 000 € d'investis pour rénover le pont. Ensuite, ils ont aussi rénové la chaussée, en montant de 45 000 € à peu près. Et la commune a participé pour tout le reste, c'est-à-dire faire l'élargissement, le remblai qu'il y a eu, modification de l'éclairage, et ainsi de suite. Et là, ça a été 170 000 € d'investis. Donc en fait, sur un projet, on peut être, je pense, aujourd'hui fier du résultat. Puisque c'est vrai que ça remplit le rôle pour la sécurité des piétons. C'est très apprécié pour les gens qui vont au cimetière, les gens du bourg et tous ceux du village de la Rochette. Et ensuite, on a aussi, c'est un succès par rapport à l'organisation, puisque ça a bien amélioré l'esthétique d'entrée du bourg. Et tout ça, je pense que jamais on fera un chantier financièrement aussi intéressant, puisque si on cumule ce qui a été investi par le département et ce qui a été investi par la commune, ça a été 350 000 €. Et au total, le reste à charge pour la commune, il a été de 35 000 €. Une fois la TVA, toutes les subventions rentrées, le FCTVA rentré, il est resté en charge. Donc c'est 10% de tout ce qui a été investi sur ce chantier. Donc je pense qu'on ne fera pas malheureusement de réalisation à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire quand même sur la rue du 8 mai. Ensuite, le pont de la Cabane. Alors, le pont de la Cabane, on a anticipé un petit peu aussi cet aménagement qui attend depuis plusieurs années. C'est de refaire complètement cette voie entre le bourg et le lotissement. Et on avait commencé par le pont, puisque le pont avait besoin d'être rénové et de renforcer. Et on a créé un trottoir de chaque côté pour préparer l'avenir. Là, c'est un pont, par contre, qui a été en charge par la commune, subventionné à hauteur de 70%. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je laisse la parole à vous. Donc, la mairie a engagé les travaux de la rénovation de la mairie. Alors, pour rappel, ceux qui l'ont vu se construire, elle date des années 70. Il n'y avait pas eu beaucoup de travaux de fait depuis. Donc ces travaux de rénovation étaient devenus nécessaires afin d'améliorer à la fois le confort, la performance énergétique, les conditions de travail pour nos agents et l'accueil du public. La première priorité a été l'amélioration énergétique du bâtiment. Des travaux d'isolation ont été donc réalisés, permettant de réduire les pertes de chaleur et de limiter la consommation énergétique. Il n'y avait pas du tout d'isolation. Un bâtiment des années 70, on ne connaissait pas. La chaudière datant de l'année de la construction a été remplacée par une chaudière à condensation au gaz, afin d'offrir un meilleur confort thermique, tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement de la commune. La salle des mariages bénéficie d'un traitement acoustique, d'une sono, d'un écran, afin d'assurer de bonnes conditions d'écoute et d'échange lors des réunions des conseils municipaux ou des rencontres avec les habitants. Une salle de réunion a été créée à l'étage, avec l'installation d'un écran permettant d'organiser plus facilement des réunions et des présentations de projets, bien sûr. Ces aménagements permettent aujourd'hui d'avoir une mairie plus confortable, plus fonctionnelle et plus économe en énergie au service des élus, des agents communaux et de l'ensemble des habitants. Cette rénovation a pu être réalisée grâce au plan de relance de l'État après la Covid, mis en place après la Covid. Voilà. Financement 30% de l'État et 30% du Conseil général.
Sauf bon, entre quand on a lancé le projet juste après la Covid et les 2 années, je crois, qui sont écoulées, vous avez certainement dû vous apercevoir que les coûts avaient quand même augmenté au niveau de tout ce qui est matériaux et bien sûr main-d'œuvre et ainsi de suite. Voilà. Alors, au cours des mandats précédents, nous avons complété tous les services offerts par notre commune. Nous avons créé un reposoir pour les personnes en attente d'un caveau. Nous avons procédé à la réfection d'une partie du mur d'enceinte le long de la départementale. Nous avons aussi équipé certaines allées de rampe sur les portions les plus pentues. Nous avons procédé à la récupération de concessions. Ça a été assez long, mais on est arrivé. Ce qui fait que vous avez des concessions dans le vieux cimetière qui peuvent vous être proposées. Toutes celles qui étaient à l'état d'abandon, et nous avons aussi construit un ossuaire pour recueillir, c'est pas très drôle ce que je dis, mais bon, c'est pour recueillir les eaux quand une concession est vendue, on la fouille, on la nettoie, et s'il y a des eaux, on les met dans une boîte d'ossement que l'on met dans l'ossuaire au cas où les héritiers voudraient, des années après, les récupérer. Nous avons aussi procédé à la mise en place du tri sélectif pour les déchets. Et nous avons fait aussi un accès PMR pour les que vous voyez là, c'est ici, avant et après, sur le bord à la porte qu'on appelle porte dépendue, c'est la porte du bas. Nous avons modifié l'accès de la porte basse. On dit la porte basse, mais en réalité, dans les cimetières, avant c'était la porte dépendue. En profitant de la déclivité du terrain, ce qui peut permettre l'accès de tout le cimetière aux personnes à mobilité réduite. Quand on est en bas, on peut aller jusqu'au bout par l'allée sans trop de difficultés. Pour le prochain mandat, nous allons parachever l'accès de la végétalisation de la porte basse. Parce que vous voyez que c'est encore tout neuf. On va végétaliser pour que ce soit plus joli, et pour que ce soit plus joli le cimetière, il faut que ce soit accueillant. Sans mauvais jeu de mots. Nous prévoyons aussi de continuer la sécurisation et l'entretien des allées ainsi que le réaménagement des espaces de tri. Comme dans les mandats précédents, nous allons continuer à apporter toute notre attention à notre cimetière car cela fait partie de nos valeurs, le respect et le devoir de mémoire. Tout comme nous honorons nos anciens tombés au champ d'honneur, nous tenons à ce que ce lieu respire le calme, la tranquillité et le respect à tous ceux qui y reposent. Je vous remercie. On va vous parler un peu de l'école, quelque chose qui nous tient à cœur au niveau de tous les élus. Donc la commune a poursuivi son engagement pour offrir aux enfants un cadre sûr et moderne et stimulant à l'école. Plusieurs projets ont été réalisés récemment pour améliorer la sécurité et enrichir le programme pédagogique. Il y a eu un portail sécurisé qui a été installé. Nous avons installé un portail sécurisé à l'entrée de l'école pour garantir la sécurité des enfants et des personnels. Ce dispositif permet de mieux contrôler les accès tout en assurant un environnement serein pour tous. Il y a eu le renouvellement des ordinateurs pour accompagner les enseignants et moderniser les outils pédagogiques. Nous avons procédé au renouvellement partie du parc informatique et à la mise en place de tableaux numériques. Ces nouveaux ordinateurs et tableaux numériques permettent aux élèves de travailler dans de meilleures conditions et de se familiariser avec les outils numériques essentiels à leur apprentissage. La commune a acquis une parcelle attenante à l'école afin de créer un espace végétalisé et ombragé. Sur cette parcelle, nos agents des espaces verts, avec l'aide des enfants, ont planté des arbres, ce qui permettra de créer un espace ombragé propice aux récréations et activités en plein air. La commune a fait installer un brise-soleil devant le réfectoire afin de protéger les élèves de l'ensoleillement et de l'éblouissement et qu'ils puissent prendre leur déjeuner dans de bonnes conditions lors des journées ensoleillées.
Une cabane pédagogique a été installée par nos agents techniques, c'est un chalet en bois, sur la parcelle végétalisée dans le cadre d'un programme pédagogique. Ce chalet sert à stocker des jeux pour les récréations. Le but aussi, c'est d'apprendre aux élèves à ranger. Le stade. Donc, la commune a souhaité engager la rénovation des vestiaires du stade afin d'offrir de meilleures conditions d'accueil à nos joueurs et aux visiteurs. Les travaux ont été notamment portés sur la rénovation des douches, pose d'un carrelage mural et au sol, facilitant et améliorer l'hygiène. Peinture des murs pour un cadre plus agréable et accueillant. Remplacement des convecteurs électriques et mise en place d'une minuterie pour justement maîtriser le fonctionnement de ces convecteurs. Mise en conformité de l'éclairage par des lampes LED et étanches. Il y a eu aussi, puisqu'on est dans le domaine du sport, l'extension du boulodrome et création d'une aire destinée aux enfants. Aujourd'hui, il possède donc 7 jeux, 4 une première fois et l'extension. Il y a eu 3 jeux supplémentaires de créer avec l'aire destinée aux enfants. Alors toujours sur le stade, vous voyez là, les photos, donc elles sont plutôt destinées à la pelouse. Donc la pelouse, c'est ce qui fait la beauté du stade finalement, et surtout l'efficacité pour les joueurs. Donc depuis des années, je m'inquiétais de l'état de cette pelouse, mais sans irrigation, vu que c'est quand même très sableux le terrain, on avait des difficultés à le tenir en bon état, et dès les premières chaleurs, c'était devenu un paillasson. Donc j'ai travaillé à la réflexion sur ce système, disons que savoir pouvoir irriguer. Sans irrigation, on n'aurait jamais pu refaire la pelouse, parce qu'on l'aurait tenu un an, mais c'est tout ce qu'on aurait pu faire. Voilà, donc on a obtenu une autorisation de pompage sur la Vézère, et on a remonté l'eau donc de la Vézère jusqu'au stade, ce qui nous a permis de mettre en place une installation automatique d'irrigation. Vous voyez en action là, sur la partie basse, ça irrigue essentiellement la nuit, et c'est automatique. Donc pour ceux qui ne se lèvent pas trop tôt et qui ne se couchent pas trop tard, vous verrez jamais le stade s'irriguer finalement. Voilà. Et en période, on a eu cette année par exemple 2 canicules, et on s'est aperçu quand même qu'on a pu maintenir un stade. Ça permet aux joueurs de se faire plaisir et surtout de défendre nos couleurs plus agréablement. Donc je souhaite à ce que les équipes de foot fassent du résultat. Ils ont les moyens maintenant de s'entraîner et surtout de faire des matchs dans de bonnes conditions. Voilà, j'y tenais depuis longtemps, et c'est vrai que maintenant, c'est un peu une satisfaction de voir qu'on arrive quand même à tenir une pelouse en état. Voilà pour cette partie. Qui c'est qui continue? Philippe, sur lui? Salle polyvalente. Voilà. Donc, dans le cadre de l'amélioration de la sécurité, la commune a installé plusieurs caméras. Elles sont au nombre de 11. Ce projet a pu être réalisé grâce à un partenariat avec des départements qui a apporté un soutien technique et financier. Ces caméras permettent de renforcer la tranquillité publique, de prévenir les incivilités, les actes de vandalisme et de mieux protéger nos équipements publics, d'offrir aux forces de l'ordre des moyens supplémentaires pour intervenir efficacement en cas de besoin. Ces installations s'inscrivent pleinement dans notre démarche de protection et de service aux habitants, tout en respectant la réglementation de la vie privée. Voilà, alors 5 caméras ont été installées autour de salles polyvalentes, 2 au niveau du stade de football, une au conteneur à poubelle, pas loin, puisque là il y a beaucoup d'incivilité, une au parc Chénier et 2 places du 14 juillet. Voilà. Donc pour les caméras. Voilà. Bien, ça c'est un projet qui intrigue beaucoup de monde, surtout qu'avec la saison qu'on a eue, les travaux n'ont pas pu se réaliser.
Donc c'est une pépinière maraîchère, d'un projet qui est porté par l'agglo, mais je m'en occupe moi au niveau de l'agglo. Donc l'objectif c'est de former, alors une pépinière c'est pépin, quoi, enfin des gens qui veulent se former pour être autonomes et surtout en pleine possession de compétences pour être entrepreneurs sur une exploitation. Voilà, donc l'idée c'est que ces personnes donc, qui viendront, qui seront surtout, comment dire, il faudra qu'on fasse une sélection de candidats, ça sera peut-être la période la plus délicate, parce qu'il faut trouver des gens qui veuillent vraiment prouver qu'ils peuvent en vivre. C'est pas uniquement de l'autoconsommation qui est souhaitable, c'est bien sûr qu'il y ait une production, qui est un revenu. Donc ils auront 3 ans pour prouver qu'ils sont en compétence pour aller s'installer sur une exploitation que l'on leur aidera à trouver en partenariat avec la SAFER. Voilà, donc l'idée c'est à la base avoir un peu plus de production maraîchère locale. On le voit pour l'alimentation dans les cantines. On a du mal à trouver de la production maraîchère, des légumes de saison. Voilà, donc l'idée c'est de renforcer cette production. Je sais que ça sera peut-être pas facile. On les mettra quand même en bonne condition puisqu'ils seront accompagnés techniquement, ils seront accompagnés financièrement parce qu'on leur met à disposition quasiment l'outil. Ils pourront aussi bénéficier, si c'est de la reconversion professionnelle, ils pourront bénéficier des droits chômage qu'ils ont eus. Voilà, donc quelque part, c'est les mettre dans des bonnes conditions et prouver qu'au bout de 3 ans, ils sont capables de produire et seuls, à leur compte, et surtout pouvoir nourrir une petite partie de la population, certes, mais ça serait bien qu'on ait des légumes qui soient quand même vraiment corésiens. Il y en a quelques-uns, bien sûr, mais pas suffisamment, ça vient beaucoup du Lot-et-Garonne ou malheureusement de l'Espagne. Voilà pour ce projet. Oui, alors je vais vous donner quelques chiffres parce que j'estime que nous devons vous rendre compte, parce que si on vous parle que de projet, vous allez dire ils dépensent tout. Donc je pense que c'est important à un moment donné, au moins une fois en fin de mandat, de faire un bilan, même si on met des chiffres régulièrement dans le journal. Donc sur 2020-2025, le montant d'investissement, donc là on parle que d'investissement, ça a été donc 2 192 000 euros. Vous voyez que la dette, alors la dette elle était à, je dirais, à un plafond pratiquement en 2019, puisqu'à l'époque on avait cumulé depuis les chantiers de l'école, enfin, et les nombreux chantiers qui avaient été faits sur les mandats précédents. On était arrivé à un montant de dette de 1 062 000 euros, ça faisait 617 euros par habitant. Et vous voyez que la moyenne de la strate c'est 612, donc on était juste à la moyenne. Là, durant ce mandat, on l'a bien diminué, puisque fin 2025, on est à 344 euros par habitant. Et alors je vous ai mis fin 2024 parce que là les chiffres 2025 ne sont pas sortis des autres communes, donc on ne pouvait pas comparer. Mais fin 2024, donc on était à 410 euros par habitant pour la dette, alors que la moyenne de la strate est à 558. Et là vous voyez qu'aujourd'hui on est à 344, on est largement en dessous. Donc pour vous donner un exemple, on parle de seuil d'alerte pour le remboursement de la dette. Pour une commune c'est 12 ans. On commence à s'inquiéter à partir de 9 ans, et nous, on est à 2 ans. Donc, vous voyez que la situation de la commune... Alors, vous allez me dire comment on fait. Comment on fait, c'est justement par rapport à ce qu'on vous ai dit tout à l'heure sur des chantiers comme la rue du Lumet, où on a pu obtenir beaucoup de subventions. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, des projets sont retardés par rapport aux prévisions, parce que on ne va pas se permettre, c'est comme on en parlera tout à l'heure, mais pour la salle polyvalence, c'en est un exemple. On ne peut pas se permettre de réaliser des chantiers comme ça sans subvention. Et c'est surtout par rapport à une gestion très rigoureuse du fonctionnement. Et là, je vous ai mis quelques chiffres qui sont assez parlants aussi. Les charges de fonctionnement, donc fin 2024, ils étaient de 507 euros par habitant pour Cublac. La moyenne départementale, c'est 785. Donc quand je parle de communes équivalentes, c'est les communes qui sont entre 500 et 2000 habitants. Les charges à caractère général, donc là, les charges à caractère général, ça fait partie du fonctionnement, c'est tout ce qui est au quotidien pour fonctionner, c'est-à-dire ça va de l'électricité, de l'eau, du petit matériel qu'on achète, tout ce qui sert tous les jours, comme chez soi un petit peu quand on fait fonctionner un ménage. Donc là on est à 170 euros par habitant, la moyenne départementale est à 266. Et enfin les charges de personnel,
Les charges de personnel, on est sur un montant de 254 € par habitant. La moyenne départementale est à 385. Donc vous voyez que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et c'est grâce à cette gestion rigoureuse, puisque si on dégage des marges sur le fonctionnement, c'est de l'argent qui est remis sur l'investissement, puisque l'investissement, il n'y a pas de secret, hein, c'est ce qu'on dégage du fonctionnement, plus les subventions et les emprunts. Et donc tout ça avec une fiscalité qui est restée stable, puisque de 2020 à 2026, vous voyez les taux, il y a eu 0% d'augmentation, donc aussi bien pour la taxe d'habitation, qui maintenant s'applique plus que pour les résidences secondaires, il y a eu 0% sur le foncier bâti et 0% sur le taux communal. Et je ne vous ai pas mis les taux depuis 2001, mais en fait en 25 ans, le foncier non bâti n'a pas augmenté du tout, le bâti on l'avait augmenté de 0,5 points une fois, en fait c'est vraiment symbolique. On peut considérer que la fiscalité elle a été stable sur 25 ans. Et donc, on souhaite continuer. Voilà ce que je voulais vous dire sur les chiffres. Je vois que vous inquiétez de la bonne santé de notre commune, c'est bien à vous. Donc Jean-Paul vous a rassuré, maintenant on va pouvoir parler un peu festivité, parce qu'il faut de temps en temps y penser aussi. Je voudrais vous rappeler sur les marchés festifs, donc j'avais repris la main moi juste à la période Covid, parce que les commerçants qui l'avaient démarré il y a quelques années n'ont plus voulu prendre le risque de l'organiser pour ne pas prendre la responsabilité. Moi je me suis dit, enfin avec l'équipe on en a discuté, les gens à l'époque avaient quand même besoin de s'amuser avec un risque sanitaire, c'est vrai, mais le besoin de se rencontrer, le besoin de la convivialité était là, donc voilà, finalement il n'y a pas eu de coupure, on a réorganisé tout de suite ces marchés qui ont bien fonctionné, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque ailleurs aussi, pas beaucoup avaient voulu prendre le risque. Donc on l'a remis en route, et puis depuis 2 ans je crois, en 3 ans peut-être, non je sais plus, 3 ans, donc on a fait le choix de le déléguer à une structure qui est plus normalement destinée à ça, hein, puisque c'est le comité des fêtes qui a bien voulu le reprendre et qui le fait très bien fonctionner. Voilà, donc ça fait partie des festivités estivales. Et maintenant, c'est quand même reconnu, surtout qu'on a un site, j'en reparlerai tout à l'heure, mais un site qui est quand même très dédié et apprécié de tous pour faire ces réalisations. Voilà pour les marchés festifs. Qu'est-ce que tu nous passes après? Le repas des aînés, c'est Bernard. Alors, la commune organise chaque année, le 3e dimanche de janvier, le repas des aînés. Et comme vous savez, nous y sommes vraiment très attachés. Ce repas permet de réunir nos aînés, mais également le personnel communal, les présidents d'asso. Donc c'est un moment de partage et de convivialité intergénérationnelle, on peut dire. On n'oublie pas non plus nos aînés plus que aînés qui ne peuvent pas venir au repas. On va leur rendre visite et on leur apporte un petit cadeau, pour ne pas les oublier. Vous savez aussi que vous recevez dans vos boîtes aux lettres chaque année 2 journaux communaux. On en sort un par semestre, donc fin juin et fin décembre. Dans ces journaux communaux, à peu près 2 pages, on vous transmet des adresses, des numéros utiles et les ressources sociales disponibles sur le territoire, afin que les personnes qui en ont besoin, si nécessaire, trouvent un accompagnement. La commune sera toujours présente pour apporter une aide ponctuelle aux personnes qui en auraient besoin. Mais la discrétion est également de mise quand on aide une personne en difficulté. Merci. Tous les 2 ans, on reçoit des nouveaux arrivants sur la commune. Alors, toujours dans un esprit de communication, les nouveaux arrivants sont reçus à la mairie pour rencontrer monsieur le maire et son conseil municipal, mais aussi les présidents de toutes les associations, le personnel des services administratifs et techniques, puisque ces derniers sont souvent les premiers à être en contact avec la population.
Ce n'est pas simplement une démarche administrative, c'est avant tout un moment de convivialité qui contribue au dynamisme et au bien-être de la commune. À cette occasion, le livret communal est remis à chaque famille afin de découvrir ce que Cublac peut leur offrir. En effet, il est important que lorsqu'une famille s'installe dans une nouvelle commune, elle puisse découvrir les services sociaux, les associations, l'école et le fonctionnement de la vie locale. Le verre de l'amitié vient conclure cette réception et c'est dans cet esprit de convivialité et de partage que Ensemble pour Cublac souhaite vous accompagner durant ces prochaines années. Merci. Bien, donc vous avez entendu et vu les réalisations, rapidement, on va dire, de ce qui a été fait sur ce mandat. Mais en 25 ans, il s'est quand même fait beaucoup de choses. Alors on va les suivre rapidement, je ne vais pas vous faire de détails ni vous parler chiffres. Mais bon, je pense qu'il est important de se remémorer ce qui s'est réalisé. Nous-mêmes, on arrive un peu à oublier. Pas tout à fait, mais voilà. Donc, en premier, on va essayer de le faire chronologiquement. Il y a peut-être quelques erreurs, mais c'est pas. Donc, le premier, c'était tout simplement faire un local technique qui envoyait un peu vieilli déjà, parce que c'était en 2002, je crois qu'on avait 2002. À l'époque, les agents communaux avaient quasiment pas de locaux, donc voilà, on a créé sur une ancienne carrière, un lotissement de la cabane, donc ce bâtiment qui rend beaucoup de services et surtout leur assure aux agents techniques, voilà, il y a quand même des douches, il y a quand même des water, il y avait ce qu'il n'y avait pas. Alors une deuxième réalisation, et je dirais une des plus grosses réalisations des 25 ans, des 4 mandats, l'école. C'était pas obligatoirement un projet qui avait été prévu dans ce mandat, mais le mur de soutènement sous les préfabriqués, pour ceux qui ont connu, a donné des signes de faiblesse et il a fallu réagir. Donc, bon projet, là je vous donne quand même un chiffre parce qu'il est marquant, plus d'1,2 million d'euros, voilà, réalisé sans qu'on ait vraiment projeté de le faire. Donc, c'est ce qui a, bon, un peu, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, avait alourdi un peu la dette pendant quelques mandats. Voilà, donc c'est une réalisation avec le restaurant scolaire en bas et puis les 3 classes en haut. Et aujourd'hui, si c'était pas fait, ça serait quand même problématique. Voilà, donc il y a eu aussi à côté la bibliothèque qui a été créée et en même temps on avait fait un agrandissement de la salle polyvalente pour permettre de ranger les tables, les chaises, parce qu'avant il fallait les descendre sous la scène. Alors, là c'est pareil, un achat qui nous a permis quand même d'agrandir le site, et bon, ça aurait été dommage qu'il s'en aille. C'est le parc Morange qui est juste à côté, qui permet pour toutes les festivités d'avoir un endroit ombragé et de pouvoir manger dehors tranquille l'été. Voilà, donc ça s'est pas fait tout seul, parce que Madame Morange, qui est à côté de moi le jour de la pose de la plaque, est une dame pas facile à manœuvrer. Voilà, donc, mais bon, je suis content je pense que tout le monde est content, même que ça soit aujourd'hui dans le domaine communal, ça aurait été dommage que ça passe dans le domaine privé. Alors, là, c'est pareil, une de nos réalisations, donc on avait créé en 2002, grâce à une de mes adjointes de l'époque, donc une crèche parentale. C'est l'accueil des 0-3 ans. Accueil qui est de plus en plus demandé dans les communes aujourd'hui, encore plus dans les communes rurales. Et cette réalisation donc, avait vu le jour en tout début du premier mandat, mais le bâtiment, il n'y avait pas de bâtiment du moins de bâtiments communaux pour les recevoir. Donc ils ont été locataires dans un premier temps, la crèche parentale. Après, on a décidé on a acheté le bâtiment. Suite à une réunion publique d'ailleurs en 2008, vous voyez comme quoi des fois les choses se passent bizarrement. Et puis c'était Monsieur Mathieu donc, qui nous a vendu ce bâtiment et on a fait la crèche sur l'arrière du terrain, qui était une grosse partie du fournil quoi, finalement. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que cette crèche fonctionne très bien. C'est la seule crèche à gestion parentale corrézienne. Il n'y en a pas eu d'autres jusqu'à présent. Et il y a 12 places, donc il y a un taux de remplissage qui est autour des 80-90%.
Donc là, c'était un PAB, on dira numéro 2, plan d'aménagement de bourg, assez important parce qu'il en a fait la place. Les rues qui sont tout autour de la place. Voilà, donc vous voyez une partie des travaux. Voilà, donc après le local derrière qui était le local sanitaire, le rangement, l'éclairage, la mise en valeur par l'éclairage des bâtiments comme l'église. Voilà, donc ça a été une réalisation aussi importante, même un peu perturbante pendant la période des travaux. Alors une réalisation aussi importante, c'est encore proche de la salle, hein, ça a été l'ouverture entre la mairie et la place de l'église, sécurisant quand même les gens qui faisaient le chemin entre les deux, parce que passer par le trottoir extérieur, c'était un peu plus compliqué. Donc là aussi, pas facile, ça a été une préemption, achat d'une partie du parc qui se vendait, enfin la maison Chénier et le parc, et l'aménagement donc dans un premier temps d'un parc de loisirs pour les plus petits. Et puis la maison qu'on voyait tout à l'heure, là c'est la maison des infirmières, ce qui nous a permis de mettre à disposition des infirmières qui étaient 2 au début, et qui sont 4 aujourd'hui. Voilà. Alors là, c'est Jean-Paul nous a parlé tout à l'heure de la rue du 8 mai. Là, c'est la première partie de la rue du 8 mai, ce qui est entre la mairie et finalement le site loisir ici. Donc voilà, création d'un plateau pour faire ralentir la vitesse, un peu d'aménagement urbain, et puis création de trottoir un peu plus bas, donc en descendant sur la rue du 8 mai. On arrive au bout? Non, voilà. Alors une réalisation pour moi importante, parce que bon, j'ai vu dans beaucoup de villages des halles qui étaient finalement, alors des halles économiques, hein, l'idée était aussi de faire un marché, on l'a réalisé pendant quelques années, mais depuis que les grandes surfaces ont ouvert dimanche, ça a été très compliqué. Donc une halle au milieu du village, alors c'est une halle qui est, voilà, là aussi on voit bien la perspective. Aujourd'hui c'est surtout un lieu festif, même si on a encore des projets d'y refaire quelques marchés. Mais voilà, donc c'est là où justement se font les marchés festifs, l'été, toutes les festivités. C'est un lieu relativement protégé et qui permet beaucoup d'activités. Alors là, c'est la rue Guillez, une grosse réalisation aussi, et surtout une réalisation de sécurité, puisque c'est ce qui permet de descendre du carrefour de la mairie jusqu'à Terrasson. Alors la partie Terrasson est toujours pas réalisée, même si je relance quand je peux monsieur le maire de Terrasson, mais ça permet quand même de faire une voie piétonne, ça a permis de faire une voie piétonne, de faire des aménagements, et surtout vous le voyez puisqu'il y a la photo avant, ça a permis d'embellir aussi cette entrée de bourg qui est aussi une entrée de département, qui n'est plus une entrée de région, puisque maintenant on est dans la même région. Voilà, ça détache un peu la Terrasson et Cublac. Voilà, il y en a d'autres, mais bon, on voulait faire juste une petite synthèse, et celles qui finalement avaient financièrement été les plus importantes et qui ont marqué un peu le territoire. Voilà, donc nous allons passer à la partie projet, et je vais garder le micro pour le premier projet. Alors ça, vous le reconnaissez sans doute, hein, c'est le Vieux Cantou. Le Vieux Cantou, c'est dommage, il n'y a pas eu d'initiative privée depuis 2 ans, depuis 2 ans que c'est fermé. J'espérais qu'il y ait une proposition, des gens qui veulent bien redémarrer l'activité, parce qu'on ne souhaite pas que ce bâtiment passe à l'habitat. Ce bâtiment a trop d'histoire dans la commune, hein, ça a toujours été un café, moi je l'ai connu, mais d'autres générations avant moi l'ont connu. Moi j'ai connu à partir de Madame Sclaffer, la Maggie, après il y a eu pas mal de monde qui ont défilé, ça n'a pas toujours bien marché, et puis donc Michael et Leaf qui l'ont acheté, on leur a aidé à l'époque parce que Madame Descla n'était pas toujours très facile en affaires. Donc voilà, ce bâtiment a été racheté, rénové par eux, et puis bon, malheureusement ils ont eu des soucis de santé,
et ont préféré donc soit devenir salariés, mais surtout ne plus prendre le risque professionnel qui avait été malheureusement déclenché par la maladie. Ils ont fermé 2 fois 6 mois, ils ont retrouvé leur clientèle après, mais bon, ça aurait peut-être pas marché une 3e fois. Et finalement, après, lui n'a pas été très malade, mais bon. Ils ont vendu la gérance, donc, et puis les jeunes qui ont souhaité arrêter il y a plus de 2 ans. Donc voilà, ce bâtiment est là. La licence, elle appartient à la commune, puisqu'on l'a racheté dès l'arrêt de l'activité. Et l'idée aujourd'hui, c'est de remettre en route ce café, ce bar et le restaurant. Alors moi, je suis plus attaché déjà à une réouverture de café, mais si on peut avoir le restaurant, c'est encore mieux. Donc la commune va s'engager donc à acheter ce bâtiment. Ça y est, les négociations sont finies. Je pense qu'on l'achète à un tarif correct. Après, il restera sans doute à rééquiper. Il n'y a pas de travaux dans le bâtiment, mais il faut juste remettre une cuisine qui permette de faire de la restauration, puisque tout a été vendu. Mais on est tous, toute l'équipe est motivée pour redonner cette âme du village importante. C'est un lieu convivial, c'est ce qui manque aujourd'hui. Le cœur du village est un peu mort à cause de ça. Voilà. En parlant de convivial et festif, dans la même veine que ce que Jean-Marc vient de nous présenter avec le projet du restaurant, l'équipe est animée par une idée simple. Faire en sorte que notre village reste un village qui vit, qui rassemble et dont chaque habitant peut être fier. Pour nous, les rencontres conviviales et festives font vraiment partie des clés pour y arriver. Mais ce dynamisme, on ne veut pas le porter seul. On veut le porter à travers nos associations locales, avec des professionnels de proximité qui savent créer l'animation, et aussi avec vous, les Cubacois, à travers les idées que chacun peut proposer. Plusieurs initiatives pourraient voir le jour. On a parlé du restaurant. Pourquoi pas, par exemple, un marché festif, pas seulement l'été? Pourquoi pas une nouvelle formule d'un marché alimentaire ou des repas à thème? On pourrait aussi redonner vie à notre ancien fournil, organiser de temps en temps des moments de partage autour de pain et de pizza, des choses simples qui rassemblent. Et puis bien sûr, penser à nos enfants, créer des animations, des moments où ils s'amusent, où ils se rencontrent, où ils gardent de bons moments et de bons souvenirs de leur village. Parce qu'au fond, ce qui est important pour nous, c'est que chacun puisse sentir qu'il a de la vie dans notre commune. Pour les associations. Donc nous continuerons, comme nous l'avons toujours fait depuis 2001, à soutenir nos associations qui jouent un rôle essentiel dans la vie de notre commune par leur dynamisme et l'engagement de leurs bénévoles. Elles contribuent à créer du lien entre les habitants et à faire vivre notre commune tout au long de l'année. Nous resterons bien entendu à l'écoute, attentifs à leurs besoins et nous continuerons à les accompagner dans leurs projets. Projet pour au niveau de l'école. La commune est en cours d'acquisition d'un terrain situé en limite de la propriété de l'école. Cette nouvelle zone végétalisée pourrait être destinée à l'accueil des classes de maternelle. Dans le cadre de l'aménagement de ce terrain, il serait envisageable de créer un accès, planter des arbres afin d'aménager des zones d'ombre pour les enfants. L'espace pourrait également accueillir une structure de jeu adaptée aux plus jeunes. La construction d'un préau pourrait être étudiée afin d'offrir un espace abrité permettant aux enfants de jouer ou de participer à certaines activités en extérieur en cas de forte chaleur ou de pluie. Et bien sûr, la mise en place d'une clôture pour délimiter le terrain et sécuriser les enfants.
projet de rénovation de la salle de classe de CM2. Là, c'est pareil, c'est des travaux qui n'ont jamais été faits, il n'y a pas d'isolation, on est carrément sur des murs béton, quoi, hein, et les fenêtres, enfin toutes les fenêtres sont simplement un cadre avec un verre. La commune souhaite engager un projet de rénovation de la salle de classe de CM2 de l'école afin d'améliorer les conditions d'accueil des élèves et des enseignants tout en réduisant la consommation énergétique du bâtiment. Les travaux envisagés porteront sur une amélioration de l'isolation thermique de la salle afin de limiter les déperditions de chaleur et améliorer le confort en toute saison. Le remplacement de menuiseries extérieures par des équipements plus performants permettant une meilleure isolation thermique. La remise en conformité de l'installation électrique. Donc ça ne veut pas dire que ce bâtiment n'est pas aux normes électriques, puisque tous les bâtiments de la commune sont contrôlés tous les ans, hein, que ce soit l'église, que ce soit cette salle, que ce soit en fait tous les bâtiments. Voilà. Ce projet permettra d'améliorer le confort tout en s'inscrivant dans une maîtrise des dépenses énergétiques et de valorisation du patrimoine communal. Un espace commun rafraîchi va être à l'étude pour le confort des élèves et du personnel pour les périodes de chaleur. Remplacement de la structure de jeu. Une réflexion que nous allons avoir, c'est le remplacement de la structure de jeu installée dans la cour de l'école qui est vieillissante, plus de 20 ans. Merci Philippe. Oui, le jeu dans la cour de l'école, Dominique le sait, hein, il y a plus de 20 ans, même de 25 ans, même de 30 ans. Voilà. Je me rappelle, ça s'est fait dans les années 96, je crois, ou 97. Voilà, donc bon, il a tenu quand même. Hein. Il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont passés dessus. Alors, moi, Philippe vous a parlé de l'école, de l'intérieur. Moi, je vais vous parler un peu de l'extérieur, parce que, bon, on a depuis déjà un moment un projet de parking, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de parents d'élèves ici, mais c'est toujours la question qui nous est posée. Garer les voitures. Alors ça ne dure pas longtemps, puisque finalement c'est à l'entrée et à la sortie des classes, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont amenés par les parents, bien sûr. Alors souvent une voiture par enfant, donc des fois 2 enfants quand même par voiture, mais un car qui est presque vide. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Donc il n'y a pas assez de place le matin à la rentrée et le soir, bien sûr, quand ils viennent les chercher. Alors, donc on a trouvé une solution, on a acheté un terrain Monsieur Manus, donc il y aura une partie qui va être aménagée en parking et une deuxième partie en contrebas qui va être où on va créer un city-stade. Un city-stade, comme il y en a déjà un sur la partie stade, mais celui-là sera un peu destiné donc à la partie haute de la commune. Il y a quand même le lotissement de la cabane qui est pas très loin. Et en plus, il aura une utilisation scolaire. Je pense que pour les enfants qui sont à l'école, il sera juste à côté. Ça évitera des fois de descendre au stade ou dans la salle polyvalente. Voilà, donc, mais pour y aller, il faut qu'on refasse le fameux... C'était un aménagement routier qui avait été fait pareil dans les années 95 ou 97. Fonctionnel, oui, mais le problème c'est qu'il y a peu de protection au niveau du trottoir sur la partie la plus basse, hein, donc il n'y a quasiment pas de trottoir. Donc pour faire un cheminement piétonnier pour les enfants de l'école jusqu'au City Stade, qui est juste après, pour le situer, c'est juste après la grange de Monsieur Manus. Voilà, donc c'est à 50 mètres de l'école, mais il y a quand même une partie un peu dangereuse. Donc on refait ce fameux aménagement, un carrefour, donc ça ne sera toujours pas un rond-point, c'est pas possible, mais au moins on va sécuriser en remontant la route un peu plus, et voilà, donc ça permettra, même pour les parents qui rentrent, j'espère, se garer sur le parking qui va être créé, pourront ramener les enfants ou laisser partir les enfants en toute tranquillité. Voilà, ça c'est un projet qui va démarrer assez rapidement, dès que le temps va le permettre. Voilà, donc, et puis 2 mots encore sur l'école. Vous savez que je suis très attaché à la nourriture du restaurant scolaire. J'y travaille depuis
quasiment que je suis élu. Voilà, donc on a passé des conventions depuis maintenant plus de 12-13 ans avec la Chambre d'agriculture et avec des producteurs pour être approvisionnés en produits locaux et de saison. Avec une cuisine qui avait été prévue à l'époque. Je vous ai montré tout à l'heure la création en 2004. Voilà, donc ça me permet quand même de faire de la cuisine, de la vraie cuisine, et pas de faire que du surgelé avec des sauces comme on a malheureusement pu connaître à une époque. Voilà, donc les enfants, pour moi, pendant les 4 repas qu'ils font par semaine à l'école, doivent avoir des repas diététiques, et puis ça doit aussi leur former le palais. Donc je sais que je vais avoir des questions au conseil d'école la semaine prochaine qui vont me demander s'ils doivent mettre des sauces. Mais non, les sauces, sauf si elles sont préparées sur place, mais je ne suis pas d'accord qu'il y ait des sauces qui cachent le vrai goût des produits. Voilà, c'était juste une petite aparté et un attachement important pour moi. Alors, la salle polyvalente, on va en parler tous les deux avec Jean-Paul. Je ne vais pas rentrer dans la partie technique. Je vais juste vous dire que cette salle, on en parle déjà depuis un moment, parce que malgré qu'elle ne soit pas très vieille, elle est des années 90, mais on a des problèmes surtout de toiture. Il pleut, on a de la chance, il ne pleut pas ce soir, sinon vous l'auriez vu. Il faut qu'il y ait un peu de vent quand même, mais quand il pleut fort et qu'il y a du vent, malheureusement, vous le voyez avec les plaques du plafond, il y a quelques auréoles, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Donc c'est un projet qu'on a depuis déjà quelques temps. Un projet très important financièrement, un projet qu'on veut faire sur deux budgets, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Et l'idée à la base était aussi de recouvrir et puis couvrir avec des panneaux photovoltaïques en autoconsommation, c'est toujours d'actualité. Et on a un peu repoussé les travaux parce qu'on n'a pas l'octroi de subvention de la deuxième tranche. On a la première tranche, mais pas la deuxième tranche. J'ai déjà dit donc aux associations que l'hiver prochain sera encore, la salle sera encore en capacité à vous accueillir, s'il ne peut pas plus dedans, bien sûr, quand même. Et on repousserait maintenant le programme et les projets qui vont permettre la rénovation de cette salle. Jean-Paul va vous en parler un peu plus techniquement. Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, c'est vrai que ce qu'il y a de prévu, de toute façon, pas mal de choses, puisque la toiture, l'isolation, l'électricité, bien sûr toute la décoration, qui n'est plus trop d'actualité aujourd'hui. L'ensemble va être rénové, y compris donc le système de rafraîchissement pour les fortes températures, je pense qu'il y en a qui apprécieront. Donc c'est vrai que c'est un projet assez global et c'est vrai que ça coûte énormément, c'est plus d'1 million d'euros d'investissement. Donc en le faisant sur 2 tranches, c'est bien financé. La première tranche, pour le moment, on a une subvention à hauteur de plus de 250 000 euros. Donc si on obtient autant sur la deuxième, ça ira. Mais on ne peut pas s'engager à attaquer les travaux, puisqu'on n'a pas le droit d'attaquer avant l'octroi des subventions. Et il n'est pas question d'engager la commune sans subvention de la deuxième tranche. Donc on a quand même bon espoir d'être attributaire au mois de juillet. Mais ensuite, il faut passer par toute la phase des appels d'offres et tout ça, qui est une phase des marchés publics qui est assez longue. Donc raisonnablement, on est sûr qu'on n'attaquera pas les travaux dans cette salle en 2026. Voilà ce que je peux vous dire pour cette salle. Mais c'est sûr qu'il se fera quelque chose. En place du 14 juillet, la commune va poursuivre son action pour valoriser le cœur du village. Une réflexion a été engagée concernant la réhabilitation de la façade de l'ancienne boulangerie et des menuiseries. Un architecte a été missionné, puisque là aussi c'est un projet qu'on avait déjà commencé il y a quelques temps. Donc un architecte a été missionné afin de réaliser une étude pour mettre en valeur et respectant le caractère de ce bâtiment de notre centre-bourg. Une réflexion va être engagée sur la valorisation de l'espace Fournil. Ce lieu traditionnel, témoin de la vie d'autrefois dans notre village, mérite d'être préservé et mis en valeur. L'objectif est de redonner à cet espace une dimension conviviale et de permettre l'organisation d'animations autour du patrimoine local.
vous reparler un peu de travaux et de voirie, n'est-ce pas? De l'éclairage public. Je vais commencer par l'éclairage public. Donc, durant ce mandat, l'éclairage public, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de fait, notamment l'éclairage du parking, et pratiquement une grande partie des lampes, puisqu'on est à plus de 150 lampes qui ont été changées pour des équipements à LED. Donc, il en reste une tranche à finir cette année. Et il y aura aussi quelques petites extensions, notamment dans la deuxième tranche du lotissement de la cabane, à l'allée du 19 mars, où l'éclairage n'a pas été mis. Il y a une petite impasse à la Pimousserie. Il y a la rue du Maréchal Juin, où là c'est déjà commandé, c'est prévu pour le mois de juin. Il y a 4 candidats qui vont être ajoutés à l'aide. Donc voilà pour l'éclairage. Pour la partie travaux de voirie, donc la première qui est concernée, c'est la route, la voie communale numéro 1, c'est-à-dire c'est la route qui monte à la Moretti. Pour ceux qui connaissent la Farandole, on disait dans le temps, ou aux collines maintenant, la colline, c'est une route qui est vraiment très étroite, très dangereuse et très très dégradée au niveau de la chaussée. Ça fait longtemps qu'on l'avait en projet. Donc là, en fait, ça a attaqué même aujourd'hui, puisqu'il va attaquer à couper les arbres qui gênaient. Et si elle va être élargie, la chaussée va être portée de 3 mètres à 4 mètres 50, et même 5 mètres dans les virages. Voilà, donc ça c'est le premier chantier qui va être fait. Ensuite, on va travailler sur la route du Bousquet. Donc la route du Bousquet, la première partie, puisque la partie haute avait été aménagée, mais la première partie qui part du bourg et qui va jusqu'à la sortie de la partie agglomération, quoi, là où il y a de nouveaux habitants, jusqu'au Bousquet, on peut dire. Là, on va commencer par l'enfouissement des réseaux. Donc là, on a eu des réunions déjà de la fin d'année, et c'est retenu, l'enfouissement des réseaux, ça devrait se faire au deuxième semestre cette année. Voilà. Et ensuite, bien sûr, suivra l'aménagement, ça sera certainement sur 2027, pour l'aménagement de la voirie. Puisque c'est un aménagement assez lourd aussi, il y aura une bonne partie de trottoirs aménagés, et ainsi de suite. Voilà pour les principaux. Ensuite, bien sûr, il y aura des travaux, comme on fait toujours. Je ne vais pas vous lister toutes les routes qu'il y a à faire, mais il y en a pas mal sur la commune encore, et on fait un plan annuel. Donc, hormis les gros projets, on aura à peu près ces 100 000 € qui sont investis tous les ans sur la voirie, et notamment une campagne aussi d'entretien, parce qu'il faut faire de l'entretien, donc c'est tous les ans entre 3 et 5 km de fossés, de l'élagage et tout ça pour assurer l'assainissement de nos routes et les maintenir en état, parce que ça coûte de plus en plus cher de refaire des voies neuves. D'ailleurs, on le voit sur de nombreuses communes, des routes très dégradées. Et puis là, cette année, en plus, avec les intempéries qu'il y a eu, la pluie, un peu de gel, il y a tout ce qui va bien pour dégrader les routes. Donc on a aussi des secteurs là, qui seront prioritaires où s'est développé l'habitat. Il y a, je pense, à la petite impasse à la Pimousserie ou la rue du Maréchal Juin qui seront prévus. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les principales routes. Je vais passer la parole à Alexandre qui va parler un peu plus des chemins. Voilà, après les routes, on va parler des chemins. Donc nous voulons travailler sur la réfection des chemins de randonnée. Ils sont très utilisés par les marcheurs, les sportifs et aussi les enfants de l'école parfois. Un important travail de réouverture de ces sentiers avait été fait il y a plus de 20 ans maintenant. Et notre objectif est de poursuivre cet effort. Donc, pour ça, on va faire des travaux de drainage dans les zones humides, qui sont assez nombreuses, la restauration de certains passages et la rénovation du balisage. L'objectif, c'est de permettre à chacun de profiter pleinement de ce patrimoine naturel et historique de notre commune. Ensuite, on va parler de sport, je crois. Donc, les cours de tennis, nous souhaitons également rénover les cours de tennis qui sont aujourd'hui vieillissants. C'est un équipement en accès libre et relativement rare dans le secteur. Il nous semble important de le préserver en faisant la réfection des clôtures et du revêtement. Pour améliorer les conditions d'utilisation. Et ensuite, je vais vous parler d'une zone de fitness au stade. Nous proposons la création d'une zone de fitness donc aux abords du stade, avec des appareils accessibles librement. Cette zone sera ouverte à tout âge, les jeunes, les sportifs, les adultes ou même les seniors qui souhaitent entretenir leur forme. L'objectif, c'est de dynamiser cet espace autour du stade et de proposer un lieu de pratique convivial et accessible à tous. Je vais vous parler des activités zone artisanale et zone commerciale.
Donc, lors de l'établissement du PLU, la commune a souhaité classer une zone à destination de l'artisanat, Cublacois ou autre. À ce jour, nous comptons 4 implantations dans cette zone artisanale des Fourches. Les terrains restent disponibles sur celle-ci à ce jour. Une seconde zone, plus axée commerce, fut créée à l'angle de la rue Jeanne-sous-la-Croix et la rue Puyaise. Celle-ci a permis la construction d'une pharmacie et d'un institut de beauté dans ce secteur. L'installation de ces commerces vient étoffer l'offre commerciale ayant débuté il y a 10 ans avec la boulangerie-épicerie. Il reste aujourd'hui 2 à 3 possibilités de développement commercial ou des métiers de santé. Merci. Nous allons créer une aire de service pour camping-car proposant divers services, notamment la vidange des eaux claires, la vidange des eaux usées, la recharge en électricité. Ça sera rue Allée Alexandre Laval. Ce sera bien sûr un point d'accueil temporaire. Bon, voilà beaucoup de projets, mais le projet social dans tout ça existe-t-il? Oui, il existe bien. Il est visible dans toutes les présentations et photos que vous avez découvertes. Il s'inscrit dans le versant social du développement durable qui est axé sur le bien-être individuel et la bonne qualité de vie. Il est complété par toutes les actions citées par Bernadette dans le bilan, à savoir les actions du CCAS, en soutien, les repas, tout ça. Mais aussi, il existe dans l'exercice de la solidarité. Car dans un village en particulier, comme le nôtre, des attentions sont mises en place pour les plus vulnérables, personnes en situation de handicap, le grand âge aussi, ceux qui ne vont pas ou ne vont plus dans les associations, ceux qui sont seuls ou isolés. Il s'agit alors de donner du temps, des moments, de la présence, de l'écoute, du papotage, voire un petit coup de main. Et là, il n'y a pas de photo. Le souci d'agir avec bienveillance est le fil rouge de l'équipe que nous constituons. Cela contribuera encore à faire du Cublac ce que M. le maire a plaisir à dire très souvent, une commune où il fait bon vivre. Bien, j'espère qu'on ne vous a pas endormi, que vous allez être réactifs dans les questions. Moi, je rajouterai juste, et ça va un peu dans le fil de ce que vous a dit Christine. Vous avez vu beaucoup de réalisations en 25 ans, mais je pense que ma plus grande satisfaction personnelle, c'est d'avoir pu apaiser la commune, d'avoir ce climat beaucoup plus serein qu'on avait connu il y a malheureusement des années, où il y avait un certain clivage, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on n'a pas d'opposition déclarée, si vous voulez, pas d'autre liste. C'est qu'on a quand même réussi à avoir une certaine sérénité sur notre commune, et je pense que c'est important pour tout le monde, c'est important pour le climat de notre commune. Voilà. Pour moi, ça sera mon mot on va dire, de conclusion, à moins que certains de mes élus veuillent. Tu veux dire quelque chose, Philippe? Alors avant de conclure, et j'associe toute l'équipe et les anciens aussi, on vous remercie très sincèrement l'ensemble des habitants de notre commune, les associations, les bénévoles, qu'il ne faut surtout pas oublier, les agents communaux, et je pense aussi qu'on peut remercier nos professeurs des écoles. Chacun, à sa manière, contribue à faire vivre notre commune et à construire son avenir. L'engagement des associations, l'implication des bénévoles et la participation des habitants sont une véritable richesse pour notre commune. Ensemble, continuons à faire de notre village un lieu de vie dynamique, solidaire et agréable pour tous. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation. Je m'adresse à mes élus, ou mes futurs élus, il ne faut pas les oublier, ils vont avoir du boulot. Je ne vais pas les laisser dormir dans un coin, rassurez-vous. Voilà, donc maintenant, deuxième partie, la partie
moment d'échange. Donc on va avoir un micro qui va circuler pour tous ceux qui veulent, j'espère qu'il y en aura, des questions, des remarques. Vous êtes là pour ça, on est aussi là pour ça. Bon, le but c'est pas de s'affronter, mais d'avoir des échanges bien sûr paisibles et qui vous puissent vous informer et peut-être aussi nous rendre service. Et, voilà, donc, qui c'est qui commence? Juste une question. Vas-y. En matière de routes à restaurer, je ne sais pas, il y a des routes communales et des routes départementales. La route du Rieu. Alors, la route du Rieu, je te réponds tout de suite, c'est une départementale, c'est la D3. Alors, on se bagarre pas, mais on essaye de prendre rang souvent pour que justement il y ait une restauration de ces routes. On en a une récente, puisqu'elle date du mois de juin sur la D2, là, sur celle qui monte à Agen. Je ne peux pas dire que le résultat soit phénoménal, je ne suis pas un spécialiste, Jean-Paul en parlerait mieux que moi. Mais malheureusement, le département aujourd'hui fait comme beaucoup de collectivités, essaye de tirer les prix et les résultats ne sont pas toujours formidables. Mais la route du Rieu en fait partie, sachant qu'en plus le terrain est glissant, donc voilà, c'est une route. C'est prévu, mais la continuité de la D2 est prévue, mais la D3, je ne suis pas sûr que ça va venir. Mais bon, ça fait partie des... C'est vrai que le département a quand même pas mal de kilomètres de route départementale. Mais la Haute-Corrèze, je vais être méchant, mais la Haute-Corrèze a de plus belles routes que nous. Pourtant, il y a moins de roulage. Mais bon, c'est comme ça. En matière en tant que président d'association, particulièrement concerné par le fournil à restaurer, ce qui est très bien. T'as peur pour ton matériel qui est dedans, c'est ça? Je m'y attendais à la question. On trouvera une solution, je sais, mais c'est un peu dommage, comme l'a dit, qui c'est qui l'a dit d'ailleurs? C'est Thomas, voilà, c'est Thomas qui en a parlé. Il y a un four à pain, il y a quand même une belle architecture, une toiture, voilà, il y a quelque chose qui, c'est surtout très proche de la halle. C'est un endroit qu'on peut facilement sécuriser, on le voit bien pour les marchés festifs. Donc on vous trouvera quelque chose. Voilà. C'est pas tout à fait, de toute façon, c'est pas demain. Mais il faut y réfléchir. Et j'espère bien que dans ce mandat, on arrivera à faire une belle salle. Parce qu'il y a quand même des possibilités dedans. Et puis surtout, bon, c'est à proximité de nos endroits qui sont festifs. Et puis faire quelques cuirs, quelques pizzas ou quelques peines campagne, ça serait quand même revenir un peu à nos fondamentaux et faire un clin d'œil à nos ancêtres qui faisaient le pain une fois par semaine et qui gardaient quand même le pain mangeable sur une semaine. Le projet est très bien. Oui, j'ai bien compris. Bon, la première question a été posée, maintenant c'est facile quand même de poser la deuxième ou la troisième ou la cinquième. Voilà, c'est bien. Oui, c'est bon. Oui, j'ai vu dans le programme qu'il y avait organisation de conférences, tout ça. Mais c'est vrai que ça a été évoqué, la question de l'alimentation, a été évoqué la question des transports scolaires, qui ne sont pas utilisés. Et c'est vrai que je pense que dans un village, il y a besoin de faire en sorte que les gens puissent échanger sur ces jumelles, ces trucs-là, puissent s'acculturer aussi, parce que je pense que dans la société, tout va très vite, on ne prend pas le temps d'échanger sur différents sujets. Il y a besoin aussi que les urbains qui viennent dans ces territoires comprennent l'agriculture aussi. Les néo-ruraux.